On estime qu'il existe dans le monde plus de 11 000 îles habitées de façon permanente. Malheureusement, faute de statistiques officielles, on ignore combien de ces îles comptent entre 1000 et 5000 habitants. Pourtant, lorsqu'on évoque une île reculée au beau milieu de l'océan, c'est presque toujours Sainte-Hélène qui vient immédiatement à l'esprit. Bonjour à toutes et à tous. Cette petite île, isolée au milieu de l'immensité de l'Atlantique Sud, occupe une place particulièrement importante dans la géographie et l'histoire de notre civilisation. Bienvenue sur Perduchane. Assez parlé, commençons sans plus attendre. Géographie et climat de l'île. Sainte-Hélène est l'une des îles les plus isolées au monde. Elle se trouve dans la partie sud de l'océan Atlantique, entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, à environ 1900 km des côtes africaines. La distance qui la sépare du point le plus proche d'Amérique du Sud, situé sur la côte brésilienne, est encore plus grande puisqu'elle atteint 3200 km. L'île la plus proche de Sainte-Hélène est l'île de l'Ascension, située à 1300 km au nord-ouest. En réalité, Sainte-Hélène, l'île de l'Ascension et l'archipel de Tristan da Cunha, situés encore plus au sud, sont les sommets des volcans s'élevant au-dessus de la mer et alignés le long de la dorsale médico-atlantique, dissimulés sous les eaux. Il n'existe dans le monde que très peu d'îles aussi éloignées des continents. L'île de Pâques, par exemple, est elle aussi l'une des îles les plus isolées au monde, puisqu'elle se trouve à environ 3500 km de la Terre la plus proche. Cette île est également un lieu tout à fait exceptionnel. L'une de ses particularités est que des populations y vivent depuis des milliers d'années, après avoir autrefois traversé, d'une manière ou d'une autre, plusieurs milliers de kilomètres d'océan avant d'y bâtir leur propre culture. Sainte-Hélène, en revanche, n'est curieusement jamais devenue une destination pour les migrations humaines de la préhistoire. Cela paraît d'autant plus étrange que les conditions climatiques de l'île sont presque idéales. Son climat tropical océanique se caractérise par des températures moyennes qui restent presque constantes tout au long de l'année, entre 17 et 24 degrés en hiver et entre 21 et 28 degrés en été. Les précipitations varient toutefois fortement selon l'altitude. Dans la zone côtière où se trouve Jamestown, la capitale de l'île, elles sont relativement faibles, avec seulement 250 mm par an. Mais dans les hauteurs, elles atteignent entre 750 et 1000 mm par an, ce qui compense dans une certaine mesure ce manque. La faune et la flore de l'île. Lorsque le navigateur portugais João da Nova débarqua sur l'île le 21 mai 1502, personne ne vint l'accueillir, mais personne ne l'attaqua non plus à coups de flèche. L'île était totalement inhabitée et n'abritait ni humains ni autres mammifères. En revanche, elle comptait de nombreuses espèces endémiques. On y trouvait notamment plusieurs dizaines d'espèces végétales et plusieurs centaines d'espèces invertébrées qui n'existaient nulle part ailleurs. Malheureusement, la plupart de ces espèces endémiques ne tardèrent pas à disparaître. À leur place, ce sont aujourd'hui d'innombrables chats et rats qui parcourent les forêts de l'île. Ces animaux furent introduits par les marins, volontairement ou accidentellement, et commencèrent dès le XVIe siècle à décimer la faune indigène. Parmi les espèces animales endémiques ayant survécu le plus longtemps, les habitants de longue date de l'île se souviennent notamment d'un perce-oreille gigantesque. Cet insecte appartenait à l'ordre des dermaptères. Il s'agissait du perce-oreille géant de Sainte-Hélène, qui survécut jusqu'au milieu du XXe siècle. La flore s'en sortit un peu mieux, mais les plantes endémiques durent par la suite céder la majeure partie de leur habitat à des espèces exotiques envahissantes comme les pins, le phormium et les ronces. De nombreuses plantes endémiques disparurent également complètement. Parmi elles figuraient des arbres étonnants de la famille des malvacées, comme le bois rouge de Sainte-Hélène et l'ébenier nain. C'est justement parce que leur bois était solide et magnifique que ces arbres furent poussés jusqu'à l'extinction. Malgré tout, environ 500 espèces de plantes que l'on ne trouve que sur cette petite île subsistent encore dans plusieurs endroits. Les habitants et les touristes ne cessent notamment d'admirer l'étrange arbre chou noir, qui peut atteindre 6 mètres de haut, ainsi que le gommier, dont les fleurs blanches sont d'une beauté remarquable. Pour observer ces plantes, il faut cependant quitter les routes aménagées et descendre sur les pentes volcaniques abruptes qui occupent la majeure partie de l'île. Cela dit, nous n'allons pas condamner absolument toutes les espèces exotiques envahissantes introduites sur l'île par des marins imprudents.
La tortue Jonathan, par exemple, n'est certainement pas une créature nuisible. Cette gigantesque tortue fut amenée des Seychelles en 1882. Cette vieille tortue a atteint l'âge de 190 ans en 2022. Mais elle continue aujourd'hui encore à brouter paisiblement dans une prairie verdoyante située non loin de Jamestown. L'une des raisons de son exceptionnelle longévité tient probablement au fait qu'elle n'a jamais quitté sa prairie. Jonathan vit également en compagnie de 3 autres tortues géantes des Seychelles. D'ailleurs, la résidence officielle du gouverneur de l'île se trouve juste à côté de la prairie de Jonathan. Les habitants plaisantent en affirmant que les tortues ne sont pas seulement les uniques gardiennes du gouverneur, mais également ses seules conseillères. La preuve, c'est que les décisions du gouverneur sont toujours très lentes. L'histoire de l'île. Pour la tortue Jonathan, toutes ces longues années passées à Sainte-Hélène ont certainement dû ressembler à une seule et interminable journée. Pourtant, dans l'histoire de l'humanité, de nombreux événements dramatiques, assez inattendus pour une île aussi reculée, se sont produits entre sa découverte et aujourd'hui. Cela s'explique par le fait que Sainte-Hélène servit de point d'appui aux Européens lors de leur colonisation de l'hémisphère sud. Comme l'île occupait une position stratégique sur la route maritime reliant l'Asie à l'Europe, les navires de nombreux navigateurs célèbres firent escale dans ces baies. Parmi eux figurait Francis Drake en 1580, James Lancaster en 1593 et James Cook en 1771. Pendant longtemps, l'île ne compta aucun habitant permanent. Le premier résident permanent de Sainte-Hélène aurait été le marin portugais Fernão Lopes, qui vécut seul sur l'île pendant 30 ans, de 1515 à 1545. Par la suite, les descendants de Britanniques, de Portugais, de Bourses déportés et d'esclaves africains commencèrent progressivement à s'y établir. Selon le recensement de 2021, l'île comptait 4439 habitants, dont la majorité vivait à Jamestown. Il convient toutefois de préciser que la population résidant réellement en permanence sur l'île est bien moins nombreuse. En effet, au moins 1300 à 1500 insulaires vivent très loin de l'île afin d'y trouver du travail. Jamestown, capitale et principal port de l'île, fut fondée en 1659 par la Compagnie anglaise des Indes orientales. La ville se trouve sur une étroite bande de terre coincée entre l'océan Atlantique et les falaises abruptes de la baie de James, comme si toute la ville avait été compressée dans cet espace. À l'origine, il ne s'agissait que d'une petite fortification, autrement dit d'un fort, qui se transforma progressivement en une petite ville. Aujourd'hui encore, cette ville ne représente guère plus qu'une seule route passant entre les versants rocheux. La plupart des bâtiments de Jamestown modernes ont été construits en réutilisant les ruines de l'ancien fort. À l'époque où Sainte-Hélène servait d'importante base de ravitaillement dans l'Atlantique Sud, l'île était extrêmement convoitée par des puissances maritimes comme la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, qui se disputèrent sa possession. Ce conflit se termina finalement par la victoire des Britanniques, qui firent de l'île une colonie en 1834. Depuis lors, Sainte-Hélène appartient à la Grande-Bretagne et fait partie de ses territoires d'outre-mer. Le chef officiel de l'île est un gouverneur nommé par le gouvernement britannique. Si le canal de Suez n'avait pas été ouvert à la navigation en 1869, Sainte-Hélène serait peut-être encore aujourd'hui l'une des principales escales du transport maritime et pourrait toujours servir de base à la marine britannique. Malheureusement, avec l'ouverture du canal de Suez, l'île redevint une simple île reculée, perdue à une immense distance des continents. Alors pourquoi, même au XXIe siècle, connaissons-nous encore si bien l'existence de Sainte-Hélène? Et pourquoi cette île figure-t-elle dans tous les manuels d'histoire moderne? La réponse est simple. Sainte-Hélène devint le lieu d'exil du célèbre empereur français Napoléon Ier. Le dernier lieu d'exil de Napoléon Ier. Comme chacun le sait, le premier lieu d'exil de Napoléon fut l'île d'Elbe, en Méditerranée. Mais en 1815, Napoléon s'échappa de l'île d'Elbe et tenta pendant 100 jours de rendre à la France toute sa puissance. Sa défaite à Waterloo mit cependant fin à ce rêve, et Napoléon dut une nouvelle fois renoncer au trône impérial. Il tenta de fuir vers l'Amérique, mais comme il ne voulait pas que les marins français chargés de l'escorter soient sacrifiés, il finit par se rendre aux Britanniques. Cette fois, l'avis de Napoléon ne fut plus demandé concernant son lieu d'exil. Ce furent les puissances alliées qui décidèrent du dernier lieu d'exil du grand empereur français. Elles choisirent Sainte-Hélène, l'un des endroits les plus isolés de la planète.
Elle craignait à ce point que Napoléon ne prépare une nouvelle revanche. Après avoir débarqué à Sainte-Hélène, Napoléon passa sa première nuit à la maison Porteous à Jamestown. Ce bâtiment historique fut détruit par un incendie en 1865, puis ses ruines furent démolies en 1937. La New Porteous House se trouve aujourd'hui sur ce terrain et abrite des bureaux de l'administration. Napoléon séjourna ensuite pendant plusieurs mois dans un petit bâtiment appelé le Pavillon des Briards. Son exil se poursuivit ensuite pendant près de 6 ans, qu'il passa à Longwood House. Ce bâtiment de plain-pied, qui était loin d'être confortable, se trouve à 7 ou 8 km au sud-ouest de Jamestown à vol d'oiseau et abrite aujourd'hui le musée Napoléon. Pour y accéder, il faut monter jusqu'à une altitude d'environ 500 à 550 mètres au-dessus du niveau de la mer. Comme la route est très sinueuse, la distance entre la ville et la dernière résidence de Napoléon atteint environ 10 à 12 km. À l'époque, le trajet à cheval entre Jamestown et cet endroit prenait plusieurs heures, ce qui satisfaisait pleinement les autorités de l'île. Cela leur permettait en effet de maintenir Napoléon dans un isolement total et sous une surveillance absolue, au point de lui interdire jusqu'à la possibilité même d'envisager une fuite. Les conditions de vie de Napoléon étaient loin d'être confortables, mais il semble que cela ait également été intentionnel. Longwood House appartenait à la Compagnie britannique des Indes orientales et avait été construite non pas comme une résidence, mais comme une simple ferme. Le bâtiment fut rénové à la hâte pour accueillir l'empereur exilé, mais même selon les critères du XIXe siècle, ses conditions de vie étaient très loin d'être confortables. Il n'est donc pas étonnant que l'empereur, qui n'était pourtant pas encore véritablement âgé, soit tombé malade pendant la 6e année de son exil. Napoléon mourut le 5 mai 1821, à l'âge de 51 ans. Le cancer de l'estomac est considéré comme la principale cause de sa mort, mais les chercheurs étudiant ces dernières années estiment que la gastrite chronique, la dureté du climat et son état dépressif ont également contribué à son décès. Il existe cependant une théorie assez crédible selon laquelle Napoléon aurait été empoisonné à l'arsenic. Elle repose sur la découverte d'une quantité d'arsenic supérieure à la normale dans ses cheveux. Il reste néanmoins tout à fait possible que l'arsenic ait pénétré dans son organisme à cause de médicaments contenant de l'arsenic ou du mercure, ou encore par l'intermédiaire des papiers peints, des peintures et des vernis utilisés pendant les travaux de rénovation. Napoléon Ier fut enterré près de Longwood House, dans un endroit appelé la Vallée du Tombeau. Mais en 1840, sur ordre du roi Louis-Philippe, la célèbre cérémonie appelée le Retour des Cendres fut organisée. Cette cérémonie s'acheva le 15 décembre 1840, jour où les restes de Napoléon furent solennellement réinhumés à Paris. Mais qu'est-il advenu du lieu de Sainte-Hélène où Napoléon Ier avait vécu ses derniers instants ? En réalité, les Français ont employé une méthode particulièrement originale pour perpétuer à jamais sur l'île la mémoire de leur héros national. En 1858, avec l'accord de la Grande-Bretagne, le gouvernement français acquit Longwood House, où Napoléon avait vécu et était mort, ainsi que la Vallée du Tombeau, où il avait été enterré une première fois. Plus tard, le Pavillon des Briards, dans lequel il avait passé les premiers mois de son exil, fut lui aussi placé sous administration française. Ainsi, n'importe qui dans le monde peut aujourd'hui se rendre à Sainte-Hélène et visiter le dernier lieu d'exil du célèbre empereur français. Tous ces sites sont actuellement administrés par le ministère français des Affaires étrangères. Mais comment atteindre un endroit aussi éloigné de toute terre continentale ? L'aéroport de Sainte-Hélène. Jusqu'à une époque très récente, se rendre sur cette île était extrêmement difficile. Le seul moyen de transport était le RMS Sainte-Helena, qui mettait 5 jours pour relier le Cap à l'île. De plus, le navire n'effectuait qu'environ 3 traversées par mois, alors que la mer dans cette région était presque toujours extrêmement agitée. Dans de telles conditions, il n'est guère étonnant que les touristes aient évité l'île. C'est pourquoi le gouvernement britannique envisageait en 1999 d'y construire un aéroport. Les investisseurs privés refusèrent toutefois de s'engager dans un projet aussi risqué. Ce n'est donc qu'en 2005 que le gouvernement décida finalement de prendre en charge la totalité des dépenses. Par la suite, il devient évident que les entreprises privées avaient vu plus loin que le gouvernement. En effet, l'ouverture de l'aéroport, initialement prévue pour 2010, n'eut jamais lieu. Les constructeurs durent accomplir une quantité de travail colossale. Rien que pour construire l'unique piste, il fallut par exemple excaver 8 millions de mètres cubes de roches.
Après avoir dépensé 285 millions de livres sterling et poursuivi patiemment les travaux pendant 5 ans, les constructeurs achevèrent finalement l'aéroport en 2015. Mais il apparut ensuite que l'emplacement de la piste et la manière dont elle avait été construite n'étaient pas adaptés. Comme le vent souffle constamment dans cette zone et change sans cesse de direction, les atterrissages sur la piste se révélèrent extrêmement difficiles et dangereux. Le premier avion arrivé après l'ouverture dut effectuer 4 tentatives d'approche afin de parvenir à atterrir. L'utilisation des Boeing fut donc abandonnée et il fallut rechercher un appareil de plus petite taille. Le choix se porta finalement sur l'Embraer E190, pouvant transporter environ 98 passagers. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2017 que des vols réguliers entre Johannesburg, en Afrique du Sud, et Lille commencèrent enfin à être assurés. Après toutes ces difficultés, les liaisons aériennes finirent donc par être mises en place, mais une question demeurait. Était-il vraiment raisonnable de construire un aéroport sur l'île ? Les sommes et les efforts consacrés à sa construction ne correspondent en effet ni à son taux d'utilisation, ni à la régularité de ses opérations. C'est pourquoi cet aéroport fut qualifié d'éléphant blanc, ou encore d'aéroport le plus inutile du monde. Bien entendu, ce jugement est injuste. Le Saint Helena, qui avait relié l'île au continent pendant de longues années, fut retiré du service en 2018. L'avion est donc devenu le seul moyen d'atteindre l'île. De plus, bien qu'il s'agisse d'une île perdue au milieu de l'océan, le nombre de touristes et de voyageurs qui la visitent augmente chaque année. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, pensez à laisser un pouce bleu et à la partager avec vos amis. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.